C'est la dernière frontière encore non touchée par l'activité humaine directe, le fond des océans. Il faut dire que l'absence de lumière et la pression écrasante ne nous conviennent pas particulièrement à investir les lieux. Mais depuis, on y a découvert les trésors des profondeurs, manganèse, nickel, cuivre, cobalt, indispensables à la fabrication des batteries de voitures électriques. Bienvenue dans le monde merveilleux de l'exploitation minière en eau profonde. Mon œil, le podcast engagé de Public Eye. Je m'appelle Damian Vega et aujourd'hui on plonge à plusieurs centaines voire milliers de mètres de profondeur. Face aux enjeux de la transition énergétique, la demande pour certains métaux s'intensifie autant que la pression à exploiter peut-être bientôt le fond des océans. Mais quel impact écologique aurait cette nouvelle ruée vers les métaux précieux ? J'en discute avec Clément Chazot. Bonjour. Bonjour. Clément, tu es chargé de programme dans l'équipe Océan pour l'Union internationale pour la conservation de la nature. Et ce qui attire la convoitise dans les profondeurs, c'est surtout ça. On le met à l'écran, c'est des espèces de conglomérats de cailloux noirâtres qu'on appelle des nodules polymétalliques. C'est quoi et quel intérêt ? Alors, ces nodules polymétalliques sont des ressources minérales que l'on trouve sur le plancher océanique dans les plaines abyssales à environ 4000 mètres de profondeur. Et en fait, ça représente des concrétions minérales autour d'un petit noyau qui est souvent d'un reste d'animal. Par exemple, ça peut être une vertèbre ou une dent de requin, autour de laquelle, au fur et à mesure du temps, il va y avoir une accumulation de couches successives et qui contiennent des minéraux qui ont été mentionnés dans l'introduction, donc le manganèse, le cuivre, le cobalt, etc. Comment on fait à de telles profondeurs et à de telles pressions pour extraire ces nodules ? Alors voilà, pour collecter ces nodules, il faut imaginer qu'il faut envoyer de l'équipement, du gros outillage à 4000 mètres de profondeur en moyenne et aller le collecter, rassembler, extraire de la plaine abyssale pour ensuite le renvoyer à la surface où des bateaux vont les collecter pour ensuite les ramener à terre. En sachant que souvent, cette exploitation, elle va se faire dans les eaux internationales, donc au-delà des zones économiques exclusives, ce qui signifie que les navires vont déjà parcourir une grande distance avant même de pouvoir envoyer en profondeur cet équipement très spécialisé et très spécifique. Et ces richesses des profondeurs, elles ne se trouvent pas également réparties sur les sols des océans. Elles se trouvent où exactement ? Elles se retrouvent un peu dans tous les océans qu'on connaît, dans l'océan Pacifique, l'océan Atlantique, l'océan Indien, etc., où il y a différents gisements. Tout le monde connaît les nodules polymétalliques, mais vous avez également des encroûtements cobaltifères sur les monts sous-marins. Et le troisième grand type, c'est les sulfures, donc qui se retrouvent plutôt sur les zones tectoniques actives. Voilà. Donc ces écosystèmes sont distribués dans le monde entier, mais pour ce qui est de l'exploration et l'exploitation, il y a des zones très spécifiques qui ont été ciblées, qui ont été identifiées par l'Autorité internationale des fonds marins. Et la zone qui est le plus connue et sur laquelle il y a de grandes attentes, c'est la zone de fracture de Clarion-Clipperton, qui se trouve dans le Pacifique central, au large d'Hawaï et du Mexique, et dans lequel il y a de nombreuses zones qui ont été réservées pour l'exploitation et l'exploration minière des fonds marins. Ces ressources, elles se trouvent dans les eaux internationales, donc elles appartiennent à personne, à aucun pays ou à aucune entreprise en particulier. Alors effectivement, ces ressources, elles se trouvent la plupart du temps dans les plaines abyssales, dans les eaux internationales, c'est-à-dire toutes les zones en dehors des zones économiques exclusives. Et au regard des droits internationaux, ces ressources, elles sont désignées comme patrimoine mondial de l'humanité, ce qui signifie qu'il faut les protéger et que si on les exploite, il faut que le bénéfice soit repartagé à l'ensemble de l'humanité. Alors je le précise, on est juste en phase d'exploration pour le moment. Si ces métaux qui sont indispensables à la transition énergétique peuvent être collectés, c'est plutôt une bonne chose, non ? Alors voilà, c'est une bonne clarification qui est importante à faire. À l'heure d'aujourd'hui, ce qui se passe, ce sont des activités d'exploration pour aller comprendre le milieu et parfois pour voir s'il y a un potentiel d'exploitation. Donc il n'y a pas d'exploitation actuellement qui se passe dans les eaux internationales. Les arguments qui sont mis en avant pour aller extraire ces minéraux, c'est effectivement de subvenir à un besoin de minéraux qui sont dits cruciaux pour la transition énergétique, puisque, comme tu l'as rappelé dans l'introduction, ces minéraux peuvent se retrouver dans les batteries de nos véhicules électriques, par exemple. Donc, ce qui va être nécessaire à la décarbonation de notre société. Cependant, pour nous, il y a plusieurs risques qu'il faut comprendre avant de pouvoir autoriser cela.
Et il faut également mettre en place des règles, ce qui à l'heure d'aujourd'hui n'est pas le cas. Parce que jusque-là, on connaît assez mal le fond des abysses. Et c'est notamment ce que vous mettez en exergue. C'est que avant d'exploiter ce milieu, il faut mieux le comprendre. Exactement. Donc, c'est pas simplement les abysses, mais c'est l'océan en général, et encore plus quand il se trouve à des profondeurs au-delà de 200 mètres, ce qui constitue l'océan profond. Et donc, à l'heure d'aujourd'hui, la science n'est pas encore assez robuste pour comprendre quels effets potentiels on aura sur ce milieu, puisqu'on ne sait même pas déjà exactement ce qu'on y trouve, etc. On commence à avoir des connaissances, mais la science nous dit qu'il n'y en a pas assez, et donc le principe de précaution doit s'appliquer, à savoir ne pas commencer des activités avant de pouvoir comprendre exactement le milieu et les impacts potentiels de ces activités. C'est quoi les potentiels impacts de ces méthodes sur les écosystèmes marins ? Alors, comme j'expliquais, on n'a pas encore assez de connaissances pour pouvoir être sûr des impacts qu'engendreront de telles activités, mais cependant, il y en a déjà qu'on met en avant. Notamment, il va y avoir la potentielle destruction du milieu d'un point de vue physique, avec la collecte de ces nodules qui va également collecter des sédiments. Mais on a également d'autres écosystèmes qui vont être exploités, comme par exemple les sulfures qui font partie des sources hydrothermales. Et là, il va y avoir une vraie destruction de ce milieu pour pouvoir en extraire les minéraux. Donc, il y a déjà, premièrement, une destruction physique. Parce qu'il faut voir les machines, c'est vraiment des grosses machines qui ratissent le fond des océans. Voilà, exactement. Donc, c'est vraiment du gros outillage qui n'est pas du tout sélectif, et donc qui va engendrer ces dommages, premièrement, physiques. Ensuite, on a mentionné les sédiments. Cette collecte, elle va remettre en suspension les sédiments qui vont potentiellement être transportés sur une zone beaucoup plus large que la simple zone d'exploitation. Donc ça, pour nous aussi, c'est un gros risque à comprendre, étant donné que dans cet environnement qui est soumis à des conditions extrêmes, il n'a pas l'habitude d'être perturbé à une telle ampleur. Donc là, il va falloir comprendre un petit peu l'impact de ce genre d'activité. Ensuite, il y a tous les autres types de pollution. On peut mentionner la pollution sonore, lumineuse, les vibrations que vont engendrer de telles machines, alors qu'encore une fois, c'est un milieu qui est plutôt calme, assez lent. Donc voilà, des grandes perturbations. Je pourrais continuer avec, par exemple, les perturbations des cycles biogéochimiques, avec, par exemple, on suppose qu'il y aura un impact sur le cycle de stockage du carbone. Et enfin, il y a des problèmes de toxicité, de connectivité, puisque le milieu marin est un endroit où la connectivité se trouve partout, ce qui fait que ces potentiels impacts vont se transporter sur des milliers de kilomètres en dehors de la zone d'exploitation. Encore beaucoup de risques et d'incertitudes autour de ces méthodes. Et est-ce que tu penses que l'exploitation minière dans les fonds marins, elle est potentiellement pire que l'exploitation minière à terre, qui est déjà, au niveau social et environnemental, assez décriée ? On pense notamment aux mines en RDC, des mines de cobalt dans lesquelles l'extraction se fait dans des conditions affreuses. Tu penses que ce serait encore pire dans les abysses ? Alors, c'est vrai que certaines des pratiques à terre sont décriées. Cependant, la comparaison entre l'activité minière en eau profonde et à terre n'a pas vraiment lieu d'être. Comme je l'ai expliqué, on ne connaît pas du tout le milieu marin. On n'a pas assez de connaissances scientifiques pour pouvoir, encadrer et comprendre les impacts potentiels de ces activités. Donc, pour nous, il y a une priorité, c'est plutôt de se pencher sur des approches ou des initiatives plus vertueuses, comme par exemple l'économie circulaire qui devrait être explorée, ce qui comprend également le recyclage des matériaux qui ont déjà été extraits. Et il y a notamment des travaux très intéressants qui ont été menés par le WWF qui met en avant le potentiel de recycler jusqu'à 58% de nos besoins d'ici 2050 si on l'accompagne des politiques nécessaires. Donc pour nous, ce genre d'approche est beaucoup plus intéressante pour subvenir à nos besoins plutôt que d'aller explorer un milieu qui est encore relativement intact de toute activité humaine. Et si j'ai bien compris, pour qu'une société puisse exploiter les fonds marins, elle doit avoir le soutien d'un État ? Ça marche comment exactement ? Alors, au point de vue international, toutes les activités d'exploitation et d'exploration des minéraux en eau profonde sont régulées par un organe des Nations Unies qui s'appelle l'Autorité internationale des fonds marins, l'AIFM, ou en anglais International Seabed Authority, ou l'ISA. Donc, c'est dans cette instance que les États discutent des règles, mais également des contrats qui vont être émis pour l'exploration et l'exploitation. Comme tu l'as mentionné, une compagnie, si elle veut aller exploiter les minéraux en eau profonde, il va falloir qu'elle trouve un État parrain, donc un membre des Nations Unies, un État partie. Et cet État partie va devoir soumettre, du coup, cette demande
au sein des instances de l'ISA. Il y a déjà des pays qui ont commencé à ces démarches? Alors, à l'heure d'aujourd'hui, aucun pays n'a formulé de demande de contrat pour l'exploitation. Ça reste uniquement des contrats d'exploration. Ce que je voulais mentionner aussi, c'est que ces demandes de contrat, elles peuvent être faites par des compagnies privées, mais il y a également d'autres compagnies, comme des compagnies de recherche nationales. Donc, il n'y a pas que des privés qui sont là uniquement pour valoriser les minéraux. Il y en a aussi qui le font pour des aspects recherche. Ça, c'est important à garder à l'esprit. Et donc, quand un État fait une demande, qu'il parraine une demande, il va devoir soumettre un certain nombre de documents, des documents qui vont être évalués en interne par l'AIFM, avec par exemple une étude d'impact environnemental, ce qui est un élément très important. Cependant, au sein de l'ISA actuellement, il y a un peu un manque de participation et de transparence, ce qui fait que pour nous, ces processus doivent être également revus, révisés, pour permettre une plus grande participation, une plus grande transparence quant à l'évaluation et l'émission de contrats d'exploration et d'exploitation, si exploitation il y aura dans le futur, une fois que les règles auront été définies. Tu dis qu'il y a, au niveau de la gouvernance, pas mal de progrès à faire encore. Le sujet, il est très chaud au niveau politique, puisque justement, à l'Autorité internationale des fonds marins dont on parlait, qui est basée en Jamaïque, instance onusienne, on doit se prononcer cet été sur une éventuelle autorisation d'exploitation. Comment se positionnent les gouvernements jusque-là? Alors, comme tu l'as dit, en ce moment, il y a beaucoup d'attention qui est portée sur les négociations en cours à l'AIFM. Et ce, pour plusieurs raisons. Donc, ça fait plusieurs années que le cadre réglementaire est en discussion. Comme on l'a expliqué, l'exploration, il y a les règles, il y a des contrats qui sont émis, etc. En ce moment, ce qui est discuté, c'est les règles d'exploitation. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, il n'y a pas de demande, les règles ne sont pas encore définies dans l'intégralité. Il y a 2 ans, il y a un petit État insulaire qui s'appelle Nauru, qui a invoqué une clause du traité qui donne un délai de 2 ans à l'AIFM pour finaliser l'ensemble des régulations, suite à quoi, qu'il y ait des régulations ou pas, il est en droit de soumettre une demande de contrat. On arrive à la fin de ce délai de 2 ans en juillet. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'attention qui se porte sur ce meeting, puisqu'on verra si oui ou non une demande de contrat sera formulée par l'État de Nauru ou tout autre État. Mais à l'heure d'aujourd'hui, en tout cas, il n'y a pas de demande officielle qui a été déposée. J'ai vu que des pays comme la France ou l'Allemagne voulaient une interdiction de cette exploitation. Comment se positionne la Suisse? Alors effectivement, il y a de plus en plus de pays qui rejoignent un petit peu cette coalition de pays qui se positionnent contre l'exploitation minière des grands fonds. Ils utilisent différents termes, on parle de moratoire, de pause de précaution, etc. Pour ce qui est de la Suisse, récemment, elle est de plus en plus active aux réunions de l'AIFM, ce qui est très encourageant puisque, comme on l'a expliqué, les minéraux en eau profonde, ils appartiennent à l'humanité entière. Et donc, tout pays a voix au chapitre. Donc, à ce sujet, elle s'est positionnée récemment et elle intervient de plus en plus au cours des négociations. Et récemment, elle a fait part du besoin d'accumuler plus de connaissances pour comprendre les impacts potentiels de ces activités et également de protéger et de gouverner l'exploitation des minéraux au regard de ce concept de patrimoine mondial de l'humanité. Donc voilà, des choses qui sont très encourageantes. Par rapport à un moratoire, il n'y a pas eu de position officielle dans les instances. Peut-être que ça viendra dans un futur proche, mais à l'heure d'aujourd'hui, il n'y a pas de position à communiquer. Cependant, il y a une étude qui a été commissionnée par le gouvernement suisse, une étude des impacts environnementaux. Et en gros, cette étude, elle se positionne clairement en faveur de la précaution et en gros, qui met en avant des risques potentiels trop importants pour s'embarquer dans l'activité d'exploitation des minéraux des grands fonds. Même si elle n'a pas pris de décision officielle, la Suisse semble assez précautionneuse sur la question de l'exploitation de ces fonds marins. Malgré peut-être des intérêts miniers assez importants, malgré tout, Glencore à Zug, Allseas installé à Châtel-Saint-Denis, qui sont très intéressés par ces nouvelles prospections. C'est étonnant. Alors, il faut un peu distinguer les positions officielles de l'État. Dans les instances de l'AIFM, la Suisse a appelé à de la précaution, à un besoin d'avoir plus de connaissances sur le milieu pour comprendre les activités, mieux les encadrer, etc. Et les entreprises suisses ou basées en Suisse, puisque, en gros, cela dépend plutôt de l'État qui va sponsoriser les activités d'une entreprise.
Et dans ce cas-là, ce n'est pas la Suisse qui va sponsoriser un contrat d'exploitation. En tout cas, à l'heure d'aujourd'hui, on parle vraiment de Nauru qui va sponsoriser ou faire une demande de contrat d'exploitation. Comment tu vois ton rôle au milieu de tout ça, ton rôle personnel, mais aussi de ton organisation pour faire avancer un peu la recherche scientifique sur le milieu? Je travaille pour cette fameuse Union internationale pour la conservation de la nature, qui est une union de membres au sein duquel nous avons à la fois des États, des collectivités, mais aussi des ONG, des instances de recherche, etc. Donc c'est une grande union qui, en gros, vote des décisions sur lesquelles se positionner quant à la protection de la nature. Donc nous, notre rôle en tant que secrétariat, c'est de faire de la communication comme on fait aujourd'hui, mais également par nos sites internet, etc., par des webinaires, mais également en allant dans les instances internationales pour mettre en avant les dernières connaissances scientifiques et juridiques pour influencer les négociations et que les décisions qui soient prises dans ces instances soient le plus basées sur la science et les meilleures possibles pour la conservation de la nature. Nous, ce qu'on défend, c'est très clair, c'est en gros pas d'activité, donc moratoire sur les activités minières des grands fonds, jusqu'à ce qu'un certain nombre de conditions soient remplies. Par exemple, d'emmagasiner plus de connaissances pour comprendre le milieu, mais également comprendre les impacts que ça aura, de se pencher sur des alternatives plus intéressantes, comme la circularité, le recyclage, de pouvoir mener des études d'impact environnemental robustes. Et à ce titre-là, on aimerait qu'il y ait plus de participation des sociétés civiles, donc un processus de contribution plus transparent et ouvert. Et du coup, à ce titre-là, on aimerait vraiment qu'il y ait un peu plus une réforme peut-être de la façon dont ces choses sont abordées au niveau international, et notamment au sein de cet organe des Nations Unies qui est basé en Jamaïque, l'AIFM. Donc, autant de messages que nous poussons, puisqu'on estime qu'au regard de l'urgence climatique et l'état de conservation du milieu, il y a urgence à agir et à protéger le milieu jusqu'à ce qu'on ait plus de connaissances et les armes nécessaires pour le protéger, surtout au regard de sa désignation comme patrimoine mondial de l'humanité. Merci beaucoup Clément Chazot d'être venu. Merci pour l'invitation. Et merci à vous pour votre écoute. Comme d'habitude, les références sont en description de cet épisode. Si vous avez aimé, abonnez-vous sur YouTube ou la plateforme audio de votre choix. Lâchez un like. C'était Mon œil, le podcast engagé de Public Eye qui regarde là où les multinationales voudraient qu'on détourne le regard. À bientôt. Mon œil, le podcast engagé de Public Eye.